Bonjour à tous. Avant de commencer cette 20e émission de l'année, je voudrais remercier Emma Chat, éditée chez Scrineo, que nous avions interviewé au Salon du Livre pour les cadeaux qu'elle nous a envoyés. Le temps passe vite, n'est-ce pas? En effet, la fin de l'année approche. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pour but de vous combler jusqu'au bout. Place aux choses sérieuses. Au menu d'aujourd'hui, on retrouve Clara. Et oui, Clara, une nouvelle chroniqueuse chez les grands, que vous retrouverez souvent, je pense, l'an prochain. Je disais donc Clara pour le plat du jour, avec Nuit blanche au lycée. Ensuite, c'est au tour de son grand frère Guillaume pour le réchauffer dans lequel il présentera le premier tome de la série Les Effacés. Et pour finir, Jessie conclura avec sa rubrique attitrée Sushi où il nous présentera Master Keaton. Voici un sommaire bien paré qui, je l'espère, vous plaira. Bonjour Clara, pas trop stressée? Encore un titre chez Rajo dans la collection Thriller et de Fabien Clavel, auteur que j'ai interviewé au dernier Salon du Livre de Paris. Après avoir lu Décollage immédiat que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille, je me suis jetée sur sa suite. Car Nuit blanche au lycée est bien la suite et reprend les mêmes personnages, c'est-à-dire le duo Lana et Jérémy. Que raconte ce livre exactement? Après avoir badigeonné l'espace de Kylian de Vache-qui-rit, Lana se retrouve collée un samedi après-midi par le proviseur du lycée. Elle doit enlever les chewing-gums collés sous les tables. Passionnant, vous l'imaginez, dire qu'elle devait être au concert des Nécrosies avec Jérémy, son petit ami, qui vient de Hongrie. Elle aperçoit qu'il attend dehors sous la pluie, Jérémy la rejoint et l'aide à nettoyer la salle de perles. Lana entend un bruit de pas qui se rapproche. Elle pense que c'est Monsieur Faras, l'homme de ménage, ou la concierge, mais elle aperçoit un homme armé d'un fusil de gros calibre. Son écuisson représente un triangle blanc sur fond noir. En dessous, il est écrit Salvus. Heureusement, l'homme s'éloigne. Lana et Jérémy décident de fuir, mais la porte du hall est fermée. Ils sont donc obligés de passer par une autre porte beaucoup plus dangereuse, où passe Lana quand elle sèche. Mais un homme les voit et les poursuit. Lana entend un sifflement au-dessus de sa tête. Elle comprend qu'on leur tire dessus. Mais d'où ils sont, ils ne peuvent plus accéder à la grille. Lana suggère d'appeler la police. Ils rentrent au lycée, se cacher dans les toilettes des filles pour lui échapper. Monsieur Faras s'est fait assommer par l'homme qui les poursuivait. Heureusement pour eux, en nettoyant le sol, il a effacé les traces de pas de Lana et Jérémy. Ils vont donc dans le bureau de la CPE pour appeler la police. Mais les hommes ont coupé les lignes téléphoniques. Jérémy, qui est très doué en informatique, demande où se trouve la salle d'informatique pour appeler la police. Mais la salle se situe à l'étage où ils retiennent les otages. Arrivés devant la porte, ils aperçoivent que celle-ci est fermée à clé. La seule issue pour accéder à la salle est un conduit d'aération en aluminium. Impossible de l'enlever à main nue. À l'aide d'un poteau de badminton, Jérémy réussit à le déchirer. Lana passe par le conduit pour accéder à la salle, puis elle ouvre la porte à Jérémy. Il a presque fini quand la porte vole en éclats. L'homme les a retrouvés. Il les prend en otage. Qui est cette étrange compagnie de mercenaires nommée Salvus? Pourquoi s'attaquent-ils à un lycée un samedi après-midi? Lana et Jérémy libéreront-ils les otages? Mais comment vont-ils s'en sortir? Il ne vous reste plus qu'à lire ce thriller pour le découvrir. Ça a l'air passionnant, mais qu'en as-tu pensé personnellement? J'ai adoré le roman Nuit blanche au lycée. Cet excellent livre a été écrit par Fabien Clavel et provient de la collection Rajo Thriller, qui multiplie les titres passionnants. Tout d'abord, j'ai bien aimé le genre littéraire de Nuit blanche au lycée. Comme dans tous les romans policiers et les thrillers, le suspense est omniprésent et on est vraiment scotché au livre. Ainsi, on se demande, comme Lana, mais que font des militaires dans un lycée un samedi après-midi? On ne comprend pas quel peut être leur intérêt. Et puis tout s'éclaire, peu à peu, en même temps que Lana mène son enquête. Ensuite, j'ai adoré le principe de la prise d'otage, ce que j'ai trouvé vraiment original. Enfin, j'ai adoré l'action et les rebondissements dans ce roman. En effet, on a affaire à une véritable course-poursuite, comme c'était dans le cas de Décollage immédiat. Sauf qu'ici, toute l'histoire se déroule dans le lycée de Lana. L'atmosphère du roman s'en ressent évidemment. On est oppressé comme les personnages qui voudraient bien s'échapper, mais qui n'y arrivent pas avec des hommes armés à leur trousse. À présent, intéressons-nous au personnage principal, Lana Bloom. Pour la définir, je dirais qu'elle est courageuse, téméraire. Ainsi, elle n'hésite pas à mettre sa vie en danger. Ensuite, Lana a beaucoup de caractère, ce qui la rend attachante. En effet, elle tient tête à des hommes armés qui pourraient la tuer. Enfin, Lana est tout sauf une bonne élève. Loin de là, elle a du culot, ce qui lui donne du cran et du courage d'affronter l'ennemi. Ainsi, au début du roman, on la retrouve collée pour avoir badigeonné le sac d'un autre élève de Vache-qui-rit. De plus, son duo avec Jérémy, son amoureux, apporte une part de romantisme bienvenue.
Pour conclure, je dirais que ce roman est parfait dans cette collection thriller. Il en a vraiment toutes les qualités, action trépidante, enquête menée tambour battant, prise de tâche. Mais au-delà, tous ces rebondissements, ce sont les personnages et notamment Lana qui font un livre vraiment passionnant à découvrir absolument. Hey, salut Guillaume! Tu as lu pour nous le premier tome de la série Les Effacés, qui est sorti il y a un an. Je t'avoue que je connais très mal cette série. Peux-tu nous éclairer sur cette histoire qui pour l'instant compte 4 volumes? Pour le réchauffer, j'ai sélectionné le premier tome de la série Les Effacés. Elle est l'œuvre de Bertrand Puard, que nous avons rencontré au dernier salon du livre de Montreuil. Le premier roman s'intitule Opération 1, Toxicité maximale. À l'heure actuelle, 4 volumes publiés aux éditions Hachette sont à découvrir dans vos librairies préférées. Merci beaucoup. Pourrais-tu nous résumer le scénario de ce premier tome? À Paris, 27 boulevard de Sébastopol, Ilsa, une adolescente, surveille l'appartement où vit Nell en compagnie de son oncle et de sa tante. Celui-ci est la cible d'un tueur à gages. Heureusement, il est sauvé par une équipe d'inconnus, dont Ilsa, qui sont dirigés par Nicolas Mandragore, ancien médecin de l'Institut médico-légal de Paris. Neil se réveille dans une chambre qui n'est pas la sienne, chez son oncle et sa tante. Soudain, la porte s'ouvre et un inconnu âgé d'une 50aine d'années portant 2 tasses s'approche de lui. Il lui explique que l'on veut le tuer. L'homme lui montre un article du Parisien relatant le suicide de l'adolescent. En titre, il peut lire « Paris, premier, terrible drame familial, un adolescent se tire une balle dans la tête, par désespoir après la mort de sa mère. » À partir de cet instant, Neil comprend qu'il est mort pour le monde. La nuit tombée, Neil, bouleversé, décide de fuir cet endroit de fou. Il souhaite prévenir la police, mais alors qu'il s'apprête à passer par la fenêtre, une voix l'interpelle. C'est un grand blond, ce dernier essaye de le ramener à la raison, mais il chute du toit. En bas, Neil, malgré la douleur, décide de se relever. Il fuit vers la forêt. C'est alors qu'il entend la voix de Mandragore directement dans sa tête. Neil finit par sombrer dans l'inconscient. Quand il se réveille, il est allongé sur un canapé. Dans la salle, 4 autres adolescents sont là. Il lui explique pourquoi il se trouve ici. Mandragore fait la visite de la villa à Neil. Il lui montre les chambres, la bibliothèque, la salle de sport et aussi une mystérieuse porte que Mandragore lui interdit d'emprunter. À la suite des révélations et de cette visite, Neil accepte de rejoindre les Effacés. 2 jours après l'arrivée de Neil, alors que tout le monde dort, Mandragore réveille ses protégés et leur explique qu'ils doivent se réunir. Ils se retrouvent donc devant la fameuse porte. Neil y découvre un écran plat, des fauteuils rembourrés, des tablettes, enfin tout l'équipement moderne que peut avoir un espion. Mandragore lui explique quel sera leur rôle dans cette mission à laquelle va participer Neil. Ils vont enquêter sur la mort d'un banquier dans les laboratoires de Pro et Cure à Lyon. Alors ne perdez pas un instant et plongez dans le monde de l'espionnage avec les Effacés. Et quelle est ton opinion sur Les Effacés? Ce premier tome débute parfaitement la série Les Effacés que je vous conseille vraiment. Tout d'abord, j'ai apprécié le genre espionnage. Évidemment, les fans de la série Cherub pourront se précipiter immédiatement. Point positif, c'est qu'il s'agit d'une série écrite par un auteur français, Bertrand Puard, et qui se déroule en France. Second point intéressant de ce roman, c'est le héros, c'est-à-dire Neil. Il est attachant. En effet, il a perdu sa mère, il a failli être assassiné, et du jour au lendemain, il passe d'une vie normale au monde de l'espionnage, où il n'existe plus, ce qui veut dire qu'il est mort aux yeux de sa famille. Ce dernier a aussi un humour qu'il utilise même dans les situations critiques, comme lorsque l'avion va exploser. Peu importe que son humour soit vraiment nul. Neil n'est pas seul. Les Effacés, c'est aussi un groupe d'adolescents, tous différents, mais ayant quand même un point commun. Ils ont été sauvés par Mandragore. Chacun a un point fort, c'est ce qui va pouvoir créer un groupe solide. Neil, le nouveau, est très bon au tir. Zachary, lui, c'est la conduite de tous les véhicules. Mathilde, la physique. On se rend compte que Neil va vite prendre le rôle de leader. J'ai aussi apprécié le thème des inégalités par rapport à la justice et au pouvoir de l'argent. En effet, l'État et les hommes riches n'hésitent pas à tuer les gens qui leur font de l'ombre. C'est ce qui est arrivé aux parents des Effacés. Ces affaires de meurtre ne sont pas traitées par les autorités, mais sont classées comme de simples accidents de la vie, fuite de gaz, accident de voiture. Le président de la République et ses ministres ne sont pas sans reproche, comme vous le verrez dans la série. Mais surtout, comme dans tout roman policier, il y a un méchant. Cette fois, il s'agit de Amadieu, PDG des grands laboratoires Pro et Cure. C'est un homme à sang-froid et sans pitié qui n'hésite pas à éliminer ses ennemis et ses adversaires. Ainsi, il tue un ancien allié, un homme d'affaires, en le faisant chuter de sa tour. Amadieu veut libérer un virus très virulent, qui a été fabriqué dans ses laboratoires comme son vaccin.
Il veut donc le lâcher en France pour qu'il se propage dans toute l'Europe. Il est d'un tel cynisme qu'il pense que les autorités françaises achèteront le vaccin qu'il aura produit. Avec cet argent, Amadieu voudra réaliser un de ses projets, la fabrication d'une puce électronique qui pourrait effacer une partie de la mémoire. En définitive, j'espère vous avoir convaincu de vous lancer dans la lecture de cette série. N'hésitez pas à visionner l'interview que nous avait donnée Bertrand Puard au Salon du Livre de Montreuil. Une toute dernière info. Sachez que le 5e volume qui s'intitule Sombre Aurore sortira le mois prochain, le 5 juin exactement. Alors Jessie, te revoilà pour la rubrique sushi. La dernière fois, tu nous avais fait découvrir Terraform Mars et aujourd'hui, tu es là pour Master Keaton. C'est le dernier manga paru de Naoki Urasawa, n'est-ce pas? En effet, Tristan, je vais vous présenter Master Keaton, écrit par Okutsei Katsushika et Takashi Nagasaki. Pour un manga comme celui-ci, il fallait un dessinateur digne de ce nom. Qui alors serait plus qualifié que Naoki Urasawa pour ce rôle? Il n'est vraiment pas à son premier manga. En effet, il s'agit du dessinateur de Pluto ou encore de 20th Century Boys. Une des particularités de ce titre, c'est qu'il a été publié au Japon de 1988 à 1994 en 18 tomes. En France, la série ne compte que 10 tomes. La raison en est simple, nous avons le droit à la version de luxe grâce aux éditions Kana. Pourquoi vous faire plus attendre? Je vais vous parler de ce chef-d'œuvre tout de suite. Et que raconte ce manga exactement? Au début de l'histoire, nous suivons le personnage du professeur Keaton, qui est le personnage principal de l'histoire. Il exerce deux métiers différents, celui de professeur dans une université et celui d'enquêteur d'assurance. Son métier d'enquêteur d'assurance n'est pas sans danger. La compagnie d'assurance pour laquelle il travaille n'est pas des moindres. En effet, c'est la Lloyds, la plus grande compagnie d'assurance de toute l'Angleterre. Mais heureusement, il a appris à se défendre car il était instructeur des techniques de survie au SAS. Vous devez vous demander ce qu'est le SAS. En fait, ce sont les forces de l'armée de l'air anglaise considérées comme les meilleures du monde. Mais Keaton est aussi un archéologue renommé sorti de l'université d'Oxford. Il en connaît plus sur l'archéologie que certaines personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Il est donc appelé pour enquêter sur un homme, Léon Papas, dont la mort paraît très étrange. L'homme est tombé du haut d'une falaise et est mort sur le coup. Mais la société d'assurance se demande si quelqu'un n'a pas aidé à tomber de cette falaise. Elle regarde donc qui était censé toucher la somme de l'assurance vie et elle se rend compte que celle-ci devait verser en cas de décès a été élevée quelques jours plus tôt. De plus, encore plus bizarre, la personne qui devait toucher l'assurance n'est pas un proche de la victime ni un de ses amis, mais le bénéficiaire est la Société des Arts, OAX, installée à Athènes. Tous ces éléments enrichissent l'avis de Keaton sur le fait que quelqu'un l'a poussé ou l'a forcé à se jeter de cette falaise. Keaton va donc enquêter sur le terrain en Grèce. Arrivé sur place, à Isidoros, il reconnaît l'endroit. C'est une ancienne ville qui date de 2000 ans. Léon Papas tentait de protéger ce site. Keaton y rencontre la petite amie du mort. Elle lui explique qu'il faisait des fouilles au fond de l'océan. Mais ils vendaient leurs plus grandes découvertes à des personnes mal intentionnées qui savaient des choses compromettantes sur le défunt. En effet, Papas était un ancien soldat, mais il fit échouer une mission en refusant d'appuyer sur le détonateur relié à des explosifs. Il fuit donc car il avait peur que certaines personnes ne veuillent leur revanche. Et ce n'est que la toute première enquête de ce manga qui lance parfaitement les aventures de Master Keaton. Et qu'en as-tu pensé? Master Keaton vaut-il le coup? À n'en pas douter, j'ai vraiment aimé Master Keaton, un sensei manga original au scénario intelligent et au dessin de Urasawa donc réussi. Tout d'abord, j'ai vraiment apprécié la taille du premier tome qui est assez long à lire et qui change donc des autres mangas du genre Naruto que l'on peut lire facilement en moins de 30 minutes. Ici, il vous faudra plus d'une heure pour les 318 pages de ce premier tome. Ensuite, le fait de suivre la vie de Keaton nous montre qu'il a des problèmes aussi bien en travaillant en tant qu'enquêteur d'assurance, mais aussi dans sa vie de tous les jours. Cela montre que son savoir ne lui sert pas juste à enseigner ou à enquêter, mais aussi à s'en sortir de situations assez compliquées. Par exemple, vers le milieu du manga, il fabrique de la colle avec les moyens qu'il a sous les mains et arrive à ce qu'elle soit suffisamment puissante pour bloquer les chenilles d'une pelleteuse. J'ai aussi vraiment aimé les dessins qui sont assez bien faits
car le dessinateur n'est autre que Naoki Urasawa. Ils ne sont pas aussi parfaits que pour son dernier titre, Billy Bat, mais c'est franchement déjà du tout bon. On retrouve les mêmes traits que dans ses œuvres plus récentes. Par exemple, le professeur Keaton ressemble étrangement au personnage de Pluto. De toute façon, on ne peut qu'admirer les dessins de ce formidable dessinateur qu'est Urasawa. Pour continuer, je trouve que l'auteur a fait de longues recherches pour trouver toutes ces informations sur les sites d'archéologie et réussi à les retranscrire magnifiquement. Ce manga regorge d'informations sur l'histoire. Donc, passionné d'archéologie, ce manga est fait pour vous. Pour finir, le suspense est omniprésent lors de la lecture des enquêtes de Keaton. On se demande comment tout cela va finir ou encore comment Keaton va sortir de certaines situations dangereuses. Au final, l'auteur a réussi à transmettre le suspense que doivent avoir les enquêtes policières dans ce manga. Pour conclure cette chronique sur Master Keaton, petite info spéciale croque-lecture. Au Japon, la série a même le droit à une suite qui s'intitule Master Keaton Remaster, qui paraît depuis le 19 mars dans le Bix Comic et qui se déroule 3 ans après la série originale. Sur ce, bonne lecture! Voilà, le 20e numéro de Croque Lecture est fini. J'espère qu'il vous aura plu. J'en profite pour vous inviter à aller voir les émissions sur le Salon du Livre, car nous avons pu obtenir de nombreuses interviews, et je ne vous le cache pas, notamment d'une mangaka que nous n'avons malheureusement pas pu filmer, mais dont nous gardons une bande-son et un magnifique souvenir de cet entretien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Et qu'en as-tu pensé? Master Keaton vaut-il le coup? Il vaut le coup. L'auteur que j'ai interviewé Ah, faut que je regarde. Mince, c'est vrai, faut... Ah. Bon. Bêtisier, je sais. Faut que j'arrête de penser à la danse suivante, ça me déstabilise. Pourquoi vous m'avez dit ça? Voilà le 20e numéro de... Pardon. Un peu de sérieux.